Écolo aujourd'hui se présente comme une nouvelle recette avec plein d'énergie qui se veut, en tout cas, un parti qui apporte l'alternative à tous les niveaux dans le pays. À tous les niveaux dans le pays, nous savons que le parti se positionne souvent par rapport à leur idéologie. Nous avons des démocrates, nous avons des républicains et autres. Où se classe le parti Écolo? L'idéologie des écolos repose sur la démocratie au plan politique, sur le libéralisme au plan économique, sur la solidarité au plan social et sur l'humanisme au plan philosophique. C'est ça notre idéologie. Donc nous sommes des sociodémocrates et sur le plan économique, nous prenons en tout cas... Il est vrai que nos aînés n'ont plus des recettes à nous présenter. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas des guerres de génération. Mais il est vrai aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, il est clair que les aînés avec qui nous avons travaillé, les aînés que nous avons accompagnés, n'ont plus de nouvelles recettes à présenter au peuple. Alors qu'il y a aujourd'hui une possibilité de vous faire une place dans un parti politique de votre génération, un parti politique comme à l'époque de Lumumba, un parti politique comme à l'époque de Mobutu, lorsque le Congolais accédait à l'indépendance, lorsque le Congolais prenait la souveraineté de leur pays, il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent. S'il faut placer 2 ou 3 mots, j'aimerais bien que ce soit d'ailleurs des qualificatifs, qu'est-ce que vous collerez à M. Bahati Lukwebo comme qualificatif? 3. Je pense que M. Bahati, c'est un homme très organisé. Organisé. Il est très organisé. Et sa plus grande faiblesse, c'est son attachement à la famille. Ok. Voilà. Ça, qui passe devant tous les autres intérêts, même devant les intérêts de son parti politique. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais, une émission des élites qui reçoit pour vous les Congolais qui viennent parler de leur pays et du bien des Congolais. De partout où vous nous suivez, que ce soit à Kinshasa, à l'intérieur ou encore à l'extérieur à travers toutes les plateformes de l'Internet. Bienvenue à ce nouveau numéro. Ça sera une émission très spéciale car ça marque le retour d'un homme politique que vous aimez tant. Vous aimez son passage sur notre plateau. Il avait marqué une pause. Il signe son retour. Il s'agit bien de M. Chris Mukendi, président d'un nouveau parti politique en République démocratique du Congo, le parti de ma génération, comme on l'appelle, Parti Écolo. M. Chris Mukendi, bonsoir et bienvenue. Merci très cher Isaac, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de me retrouver sur votre plateau à nouveau pour pouvoir échanger avec les Congolais de partout dans le monde entier. Et merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Monsieur Chris Mukendi, beaucoup de temps que vous avez marqué une pause, vous ne passiez plus sur les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un problème? Qu'est-ce qui était à la base de cette petite pause? Pause parce que, comme vous le savez, nous étions candidats aux élections de 2023. Une élection qui nous a coûté de l'énergie, qui nous a coûté du temps, qui nous a coûté de l'argent. Donc, lorsque les résultats ont été proclamés, il fallait marquer une pause. Il fallait marquer une pause pour pouvoir se relancer. Parce que le contexte avait changé. Le contexte qui faisait que nous puissions être tout le temps devant les médias, c'était un contexte purement électoral. Nous étions devant les Congolais à cette période-là pour vendre ce que nous avons appelé notre offre politique. Et les résultats des élections nous ont montré le contraire de tout l'investissement que nous avons eu à faire pendant la campagne électorale. Donc il fallait se donner un peu de repos et du recul pour réfléchir et se relancer à nouveau. Donc aujourd'hui nous sommes sur ces plateaux comme président d'un parti politique, excusez-moi, Écolo. Donc nous sommes là pour échanger avec nos frères et sœurs,
sur la marche du pays. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire que c'est l'échec qui a fait que Chris Mukendi se retire un tout petit peu pour réfléchir, comment se relancer? Non, non, pas se retirer totalement, parce que je suis un acteur politique. Un acteur politique ne meurt pas face à un échec. L'échec n'est pas un point de rupture en politique. Donc l'échec, dans chaque échec, il faut tirer des leçons. Il y a un prêtre qui disait, lorsque vous perdez, ne perdez jamais la leçon. Donc je crois que nous avons gagné en termes de leçons, en ce qui concerne les processus électoraux, mais aussi en ce qui concerne le leadership au niveau du pays. Donc aujourd'hui, fort de toutes ces expériences malheureuses, fort de toutes ces expériences heureuses, aujourd'hui, ça construit l'homme politique que nous sommes et qui nous permet d'être en face des Congolais, non pas comme un acteur faible, mais comme un acteur ragaillardi par son expérience que vous pouvez considérer comme un échec. Nous nous sommes habitués à vous présenter comme au cadre du parti politique AFDC de M. Bahati. Aujourd'hui, vous revenez, vous faites votre comeback comme étant président du parti écolo. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé avec le AFDC de Modeste Bahati Lukwebo? C'est un épisode pour lequel je ne voudrais pas trop revenir. Mais puisque vous me posez la question, je vais quand même essayer d'être un peu synthétique. Il s'est passé, comme vous le savez, Chris Mukendi était candidat député national à Lukunga pour le compte de la FDCA. Nous n'avons pas été satisfaits du résultat des élections et nous avons sollicité au niveau du parti politique la procuration selon la loi. Comme vous le savez, la loi voulait assez que les candidats lésés puissent, en tout cas pour rester en justice, se procurer du document du parti qui leur donne mandat. Et nous avons sollicité ces documents et le parti a catégoriquement refusé de nous donner ces documents qui nous donnaient l'accès pour aller contester les résultats des élections à la Cour constitutionnelle. Donc nous avons considéré que cette pratique-là, c'était un braquage politique et qui faisait la promotion d'une culture antidémocratique au sein du parti qui se voulait être un parti démocratique. Et nous avons carrément décidé, parce que lorsque un parti qui prend la démocratie en son sein, qui prend la démocratie à l'échelle nationale, est incapable d'imprimer la démocratie en interne, mais favorise par contre les tribalismes et les népotismes dans un tel parti, les Congolais ne peuvent trouver leur place. Donc c'est ce qui a fait que nous puissions, en tout cas, nous désolidariser de l'AFDC, parti dans lequel nous avions investi toute notre énergie et tous les moyens. Fort malheureusement, nous avons compris que les népotismes primés, voilà, donc en défaveur du bien collectif, en défaveur de l'intérêt général. Nous devons parler du parti écolo. Nous allons tourner la page, mais quelles sont les relations que vous gardez aujourd'hui avec votre ancien président, M. Bahati Lukwebo? Il faut dire que depuis janvier, depuis que l'année a commencé, je n'ai pas encore eu l'opportunité de le rencontrer. Au-delà de cette relation très proche que vous aviez avec l'homme? Il faut laisser le temps au temps, parce que je pense que les blessures ont été faites des deux côtés. Hein. Je ne pense pas qu'il soit heureux du fait que Chris Mukendi ait quitté son parti politique. Je ne pense pas. Même si les plaignants étaient Chris Mukendi, mais je pense que de notre côté, il paye aujourd'hui les prix aussi de l'injustice qu'il a eu instaurée dans ses partis politiques. Hein. Comme on dit, il y a les karmas qui existent. Donc, je pense que M. Modeste Bahati, pour qui j'ai beaucoup de respect aujourd'hui, n'est fait que payer les prix de l'injustice qu'il a eu instaurée ou de la promotion du népotisme qu'il a eu instauré dans ses partis politiques. Très bien, parlons parti écolo, parti de ma génération. Chris Mukendi quitte son ancien parti volontairement, on doit souligner. Au lieu d'aller adhérer dans un autre parti, en République démocratique du Congo, nous avons déjà plus de 500 partis politiques. Il va penser créer un parti politique. Est-ce
c'est pas déjà un parti de trop en République démocratique du Congo? La vérité avec le parti politique au Congo, c'est que la plupart n'existent que de leur enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on dit qu'au Congo, nous avons plus de 900 partis politiques, là, c'est sur le plan comptabilité au niveau du ministère de l'Intérieur, au regard de partis qui se sont fait enregistrer. Mais sur le plan fonctionnalité des partis politiques dans le pays, vous ne serez pas capable de nous citer 5 ou 50 partis politiques qui fonctionnent dans notre territoire. Okay. Donc, je me dis, il y a un grand fossé entre le nombre de partis politiques enregistrés en République du Congo et l'effectivité de terrain en ce qui concerne la vie des partis politiques. Nous avons créé un parti politique, pourquoi? Parce que de un, nous avons observé que tous les partis politiques souffrent des mêmes maux, même maladie, même cancer. Vous allez certainement constater avec moi que tous les partis politiques s'identifient par les origines ethniques de ces leaders. Je ne voudrais pas citer des partis politiques ici pour ne pas léser les uns et les autres, mais vous allez constater que lorsqu'un leader de parti politique est un ressortissant de l'Équateur, le parti est un parti des Équatoriens. Rempli d'Équatoriens. Lorsqu'un parti politique est présidé par un leader du Sud Kivu, c'est un parti des Sud Kivusiens. C'est le cas de tous les partis politiques sans exception. Et nous avons dit, comment changer ces paradigmes-là? Comment créer un parti politique qui intègre tous les Congolais de tous bords? Nous avons dit, nous allons créer un parti politique où nous allons extirper de son fonctionnement les tribalismes, les népotismes et les clientélismes. Nous avons dit, ok, créons ces partis politiques, ces cadres-là qui permettent à tous les Congolais, qu'ils soient de n'importe quelle province, mais lorsqu'ils viennent dans ces partis politiques, qui se sentent chez eux. Nous avons dit, ok, comment on appelle le parti? On a dit, on l'appelle Écolo. Écolo, ça veut dire déjà une dénomination la patrie. Voilà. De par sa dénomination, quand vous dites Écolo, tous ceux qui s'identifient dans l'État congolais, tous ceux qui s'identifient dans la nationalité congolaise, se retrouvent dans Écolo. Les opposants, comme ceux de la majorité, sont tous dans Écolo. Dans les Écolo, il n'y a pas une tribu. Dans Écolo, il n'y a pas une ethnie. Dans Écolo, il y a tous les Congolais. Voilà. Pourquoi Écolo? Pourquoi pas un nom en français? Comme Alliance des forces démocratiques du Congo, Mouvement de libération du Congo, Courant des démocrates rénovateurs, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais est-ce que les Congolais connaissent ou comprennent les contenus de tous ces concepts français que nous utilisons dans nos partis politiques? Est-ce qu'on trouve réellement des démocraties dans ces partis qui s'appellent démocrates? Est-ce qu'on trouve réellement du droit, de la justice, de l'équité dans ces partis politiques qui se disent force vive de la nation? Est-ce qu'on retrouve toutes ces valeurs? Nous avons dit non. Notre parti va s'appeler Écolo, qui veut dire la patrie, mais nous avons emprunté le nom dans notre patrimoine culturel, qui est la langue lingala. Pourquoi pas Bifo? Pourquoi pas Ditunga? Pourquoi pas Écolo? Et nous avons décidé d'appeler notre parti politique Écolo pour faire la promotion d'une de nos meilleures langues, le lingala. Quand vous dites Écolo à cette maman qui vend des arachides au marché, elle comprend directement ce que ça veut dire Écolo. Lorsque vous dites Écolo à ces jeunes qui vendent des cigarettes ambulants, il comprend ce que ça veut dire Écolo. Et il adhère directement à la vision. Donc nous avons dit, on va faire la différence en extirpant de notre mode de gestion tout ce que nous avons observé comme anti-valeurs dans les partis politiques que nous avons connus par le passé. Nous avons voulu mettre en place un parti politique qui soit vraiment différent et qui permette à ce que les Congolais viennent s'exprimer librement. Très bien. Le parti Écolo arrive. Le slogan du parti Écolo, c'est qui sonne en premier. Parti de ma génération. Est-ce déjà une guerre contre les vieux? On lance déjà un combat contre
ceux qui ont vécu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'y a pas de combat. Moi, je considère qu'une nation, c'est l'ensemble de tous les Congolais. Vieux, comme jeunes, papa comme maman. Mais seulement, nous avons remarqué que ceux qui font exister les partis politiques, c'est la jeunesse. Aucun parti politique n'est considéré comme un parti de vieux. Même si à la tête de ces partis politiques trônent les vieillards. Hein, des vieux comme Mbosso. Par rapport à ceux qui militent alors. Oui. Lorsque vous parlez du parti de Mbosso, vous voyez un prince qui nana sur un plateau, il vient défendre un patriarche. Lorsque vous voyez tous ces jeunes qui défilent sur des plateaux de télévision, qui font la promotion de ces partis politiques, c'est eux qui sont à l'avant-plan. Mais malheureusement, lorsque la dividende arrive, ce sont ces jeunes-là qui sont marginalisés. Ce sont ces jeunes-là qui ne sont récompensés qu'en miettes qui tombent des tables. Donc nous avons dit, en fait, quand nous disons le parti de ma génération, c'est pour montrer à cette jeunesse-là que vous êtes parfois très mal utilisés dans des partis politiques que vous considérez comme de vieux, alors qu'il y a aujourd'hui une possibilité de vous faire une place dans un parti politique de votre génération, un parti politique comme à l'époque de Lumumba, un parti politique comme à l'époque de Mobutu, lorsque les Congolais accédaient à l'indépendance, lorsque les Congolais prenaient la souveraineté de leur pays, il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent. Parce que il est vrai que nos aînés n'ont plus de recettes à nous présenter. Il n'y a rien à cacher, il n'y a pas des guerres de génération, mais il est vrai aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, il est clair que les aînés avec qui nous avons travaillé, les aînés que nous avons accompagnés, n'ont plus de nouvelles recettes à présenter au peuple congolais. Donc Ekolo aujourd'hui se présente comme une nouvelle recette avec plein d'énergie qui se veut en tout cas un parti qui apporte l'alternative à tous les niveaux dans le pays. Qui apporte l'alternative à tous les niveaux dans le pays. Nous savons que le parti se positionne souvent par rapport à leur idéologie. Nous avons des démocrates, nous avons des républicains et autres. Où se classe le parti Ekolo? L'idéologie de Ekolo repose sur la démocratie au plan politique, sur le libéralisme au plan économique, sur la solidarité au plan social et sur l'humanisme au plan philosophique. C'est ça notre idéologie. Donc nous sommes des sociodémocrates. Et sur le plan économique, nous prenons en tout cas le libéralisme parce que nous pensons qu'avec le libéralisme, on arrive à avoir une économie beaucoup plus émergente. Je l'avais déjà épinglé d'entrée des jeux ici que beaucoup de partis politiques sont des partis mallettes que nous retrouvons que dans le sac du président de la République, du président du parti et quelques membres de famille. Est-ce que le parti Ekolo a d'abord des documents? L'État reconnaît Ekolo. Est-ce Ekolo a un siège social? Ekolo est déjà bien installé sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut relever ici que Ekolo a ses documents notariés, mais Ekolo est en attente des numéros d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, lorsque vous avez déjà des documents qui sont notariés, c'est ça l'existence juridique. Ça vous permet de fonctionner déjà, même s'il y a des actions que vous ne pouvez pas poser comme parti politique en attendant que vous puissiez avoir l'agrément au ministère de l'Intérieur. Donc, Ekolo aujourd'hui est implanté dans plus de 15 provinces de notre pays. Ekolo est dans plus de 10 pays à l'étranger. Et Ekolo a ses structures qui fonctionnent correctement ici à Kinshasa. Nous avons la Ligue des jeunes qui entre en pleine structuration. Nous avons la Ligue des femmes qui est en pleine structuration. Et nous avons des fédérations à Kinshasa, en tout cas dans tous les 4 districts de Kinshasa. Et vous me donnez aussi l'occasion ici pour annoncer que c'est samedi, Ekolo organise sa première formation idéologique des cadres ici dans la ville de Kinshasa. Donc vous serez certainement invité à prendre part pour que vous puissiez vous faire une idée
de ce que nous sommes réellement. Ça, c'est déjà difficile à trouver à Kinshasa avec le parti politique au Congo. Voilà, donc nous avons, en premier lieu, nous avons organisé une formation pour les communicateurs du parti. Pendant 2 jours, les communicateurs ont été renforcés dans leur capacité à communiquer. Et les 6, nous aurons maintenant une formation de tous les cadres du parti. On a appelé ça une formation idéologique sur l'immersion idéologique du parti et l'endoctrinement sur les militantismes. Les Congolais qui vous suivent peut-être se posent la question où se positionne réellement le parti. Vous avez posé une question sur l'adresse d'abord. Ekolo à Kinshasa ici. Nous avons un siège social sur l'avenue Luvungi numéro 147 dans la commune de Kinshasa. Donc référence rond-point Huileri. Pour ceux qui habitent Kinshasa, ils savent comment situer les sièges du parti par rapport à cette adresse-là. Et Ekolo n'est pas dans l'union sacrée, si vous voulez le savoir comme ça. C'est ça d'ailleurs la question. Vous êtes dans l'opposition ou dans l'union sacrée? Ekolo n'est pas dans l'opposition. Ekolo n'est pas non plus dans l'union sacrée. Comment ça? Mais Ekolo se range du côté du pouvoir. Parce que être du pouvoir ne veut pas dire être dans l'union sacrée. Quelle nuance faites-vous entre les deux termes? La nuance, c'est que l'adhésion à l'union sacrée est soumise à la signature de la charte. Jusqu'à aujourd'hui, Ekolo n'a pas signé de charte d'adhésion à l'union sacrée. Et nous pensons ne pas signer cette charte-là. Parce que déjà, nous considérons que l'union sacrée aussi constitue un handicap pour le chef de l'État de pouvoir s'affranchir dans son action politique. Parce que si nous considérons que ceux qui constituent aujourd'hui l'union sacrée sont les mêmes qui ont travaillé avec Mobutu, sont les mêmes qui ont travaillé avec Kabila et sont les mêmes qui travaillent avec Tshisekedi, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le président de la République risque de connaître le même sort que ses prédécesseurs. Donc nous nous sommes rangés, comme à l'époque de Kabila, lorsqu'il a créé l'Alliance pour la majorité présidentielle. Il y avait eu des mots qui accompagnaient Kabila sans pour autant adhérer à l'AMP. Il y avait le Palou qui accompagnait le président Kabila sans pour autant adhérer à l'AMP. Et nous avons choisi cette voie de sagesse pour ne pas aujourd'hui être sous la dépendance totale de l'union sacrée pour ne pas céder une partie de notre souveraineté en tant que parti politique. Nous sommes un jeune parti politique qui doit d'abord imprimer sa marque, qui doit imprimer son leadership et qui doit imprimer en tout cas sa manière de faire avant de se faire absorber par une structure mastodonte qui aujourd'hui a parfois du mal à fonctionner. Donc nous sommes du pouvoir, nous accompagnons les chefs de l'État, mais nous sommes résolus de ne pas faire notre adhésion à l'union sacrée. C'est là où d'ailleurs je viens poser ma question. Donnez-moi la photo Montréal, la photo que j'ai vue là tout de suite. Voilà, Monsieur Chris Mukendi vient des élections de 2023. Le numéro 500 que les Congolais ont accompagné pendant un moment. Vous étiez allé à la rencontre de cette population. La population a parlé. La population vous a exprimé la misère qu'elle est en train de vivre. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, Chris Mukendi, près de la population, qui accepte de créer un parti politique qui soutient Félix Tshisekedi dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo? Je prends seulement la situation économique et sécuritaire. Je pense que, mis dans les mêmes conditions, tout acteur politique s'est retrouvé dans les mêmes difficultés que Tshisekedi aujourd'hui. Il n'y a pas de bâton magique à la situation du Congo. Il n'y a pas, je ne sais pas, un courant messianique qui va venir aujourd'hui pour renverser la tendance, parce que nous sommes dans un système. Le problème du Congo, c'est que ça va au-delà des hommes, ça va au-delà des visages. Vous changerez autant d'acteurs, vous changerez autant de ministres, mais si nous n'arrivons pas à briser les systèmes, je crois que nous resterons aussi longtemps dans la même situation. Mais qui doivent briser les systèmes, M. Chris?
Non, mais le système, c'est par un leadership au sommet. En tout cas, je pense que le chef de l'État y est pour quelque chose dans le sens de son implication à tous les niveaux pour essayer. On a toujours dit sous l'impulsion du chef de l'État. Tout ce qui est fait dans chaque ministère, on dit sous l'impulsion du chef de l'État. Donc ça veut dire que l'impulsion vient toujours du sommet. Voilà. Mais nous sommes face aussi à une situation où le chef de l'État a hérité d'une situation économique extravertie. Les défis qui est le nôtre aujourd'hui, c'est lesquels? Après 64 ans d'indépendance, il faut renverser la tendance de la dépendance à l'extérieur. Il faut créer la production en interne. Il faut créer des industries ici pour permettre à ce que toutes les devises qui sont rapatriées à l'étranger puissent rester dans les pays. Les devises qui sortent de notre pays créent cette spéculation qui fait que notre monnaie n'arrive pas à se stabiliser. Donc, moi je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Bon, tout dépend aussi de la priorité, selon l'ordre que nous rangeons des choses. Aujourd'hui, c'est comme si vous donnez raison à M. Boussa qui parle de ces leaderships qui manquent au sommet de l'État pour essayer de changer les choses. Je crois que vous avez suivi d'ailleurs son discours au niveau de l'université de Kinshasa. Est-ce qu'il n'a pas raison aujourd'hui? Vous soutenez le président de la République pendant que ses collaborateurs crient au manque de leadership? Non, je soutiens totalement les discours du ministre Boussa qui a été très mal compris. Je soutiens les discours. Malheureusement, ces discours ont été mal interprétés. Parce que M. Boussa n'a pas dit que le problème, c'est le leadership au sommet de l'État. Il n'a pas dit ça. Il a dit un problème de leadership. C'est quoi le leadership? Par définition, le leadership, c'est la capacité qu'a un individu de pouvoir mener des hommes, conduire des hommes ou influencer dans les sens, dans les buts d'obtenir des résultats, des objectifs qui se sont assignés. C'est ça le leadership. Et ce leadership-là, il est sectoriel. Lorsqu'on parle de leadership, par exemple, prenons l'exemple, lorsqu'on parle de leadership à la SNEL. Okay. Ça veut dire que les responsables de la SNEL, par son leadership, doivent trouver des réponses dans son secteur. Quand on parle du leadership au niveau de la régie des eaux, ça veut dire que le numéro 1 de la régie des eaux doit, par son leadership, trouver des solutions. Donc, si nous prenons le fait que ceux qui pensent que Boussa avait tiré sur les chefs de l'État, ça veut dire que Boussa, en disant que le problème du leadership, c'est depuis 1960, ça veut dire que Boussa a tiré sur Lumumba, Boussa a tiré sur Kasavubu, Boussa a tiré sur Mobutu, il a tiré sur Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a tiré sur Kabila et il a tiré sur Félix. Non, pas du tout. Chacun des responsables de l'État. Boussa au ministère du Commerce a exercé un leadership. Ce leadership était faible ou fort. Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense, il a exercé un leadership. Ce leadership était-il fort ou faible? Julien Paloukou à l'industrie, il a exercé un leadership. Donc la question du leadership, c'est une question collective. Parce que le chef de l'État ne fera pas tout. Lorsqu'on parle du leadership, au niveau du ministère, par exemple, je prends par exemple... Ce leadership-là, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui doit donner l'ego, qui doit donner l'impulsion. J'ai dit que les choses marchent dans chaque secteur de la vie en République démocratique du Congo. J'ai dit, chacun selon ses compétences, il y a la Constitution qui limite les compétences des uns des autres. Aucun acteur ne peut travailler au-delà des compétences que lui reconnaît la Constitution ou pour les secteurs comme des ministères, l'ordonnance présidentielle qui fixe des compétences et des prérogatives des ministères. Donc il faut rester dans les cadres des prérogatives qui sont reconnues à chacun sectoriellement. Lorsque nous parlons du leadership en ce qui concerne par exemple les travaux publics, avec les déficits que nous avons enregistrés en termes des infrastructures routières, on peut dire qu'il y a un problème de leadership au niveau du ministère de quel ministère encore? De travaux publics. Lorsque les phénomènes Koulouna,
perdure, persiste, on peut dire qu'il y a un problème de leadership au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc la question du leadership, telle que abordée par Boussa, ce n'était pas dans le sens de s'attaquer au président de la République qui exerce un leadership faible. Non, pas du tout. Il a parlé de manière collective que nous les Congolais, chacun dans les secteurs qu'il exerce, n'arrive pas à imprimer la vision en rapport avec les secteurs donnés. Ce qui fait que il a évoqué la question du leadership, mais c'est dans la collectivité. Ça n'a jamais été, on ne peut pas, en tout cas, tirer sur la personne qui vous nomme, pas du tout. Et puis il faut circonscrire les cadres dans lesquels il se retrouve. C'est un cadre universitaire dans une conférence universitaire où on parle sans gants pour identifier les problèmes du Congo. Aussi longtemps que nous n'aurons pas identifié nos problèmes, nous n'aurons pas aussi à proposer des solutions qui cadrent avec les problèmes qui ont été identifiés. Très bien. La République démocratique du Congo vit un fléau qui se nomme aujourd'hui détournement. La gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, que nous pouvons même allier à un problème de justice, comme le chef de l'État lui-même a parlé d'une justice malade. Que pense le parti écolo pour résoudre ces problèmes? Il y a d'ailleurs une situation là, un dossier sur le fameux détournement sur les dossiers lampadaires et forage. Celui qui était beaucoup plus cité est parti. Que pense écolo pour trouver des solutions en ce qui concerne la gestion des finances publiques? Comme le chef de l'État, je croyais à un certain moment que c'est la justice qui était malade, comme le chef de l'État. Ok. Ouais. Mais après l'épisode Nicolas Kazadi, j'ai compris que ce n'est pas la justice qui est malade. C'est qui encore? J'ai compris que c'est la politique qui est malade. C'est la politique qui est un véritable cancer. Qui influence la justice, hein? Justement, qui influence la justice. Parce que le même procureur près de la Cour de cassation avait préalablement pris une décision interdisant à M. Nicolas Kazadi de quitter les territoires congolais. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps qu'il prenne la décision interdisant M. Kazadi de quitter les Congo et le temps qui lui a permis de pouvoir sortir pour des raisons de santé? Qu'est-ce qui a justifié ces changements? Est-ce que M. Nicolas Kazadi s'est trouvé sur une civière? Est-ce que M. Nicolas Kazadi s'est trouvé sous oxygène? Ou il marchait tout bonnement, il a pris son avion comme tous les passagers, sans assistance médicale? C'est quoi cette maladie qui a fait que M. Nicolas Kazadi puisse quitter les territoires congolais tout bonnement, alors que les co-auteurs de ces crimes économiques se retrouvent aujourd'hui en prison? Je parle de l'ancien député du ministre, de l'ancien ministre de l'Agriculture, Robota, mais aussi de M. Mike qui était porteur de ces projets. Donc, nous décrions cette sélectivité. Est-ce que M. Nicolas Kazadi est plus congolais que Robota, ou il est plus congolais que Mike Mukibai, il est plus congolais que tous les autres qui sont en prison? Donc je dis, moi je pense que à la justice, c'est mêlé de la politique qui a influencé cette décision. Et nous, écolos, nous décrions cette justice sélective. Est-ce qu'on peut se dire déjà que c'est le premier coup qu'encaisse le nouveau ministre de la Justice? Mais effectivement, parce que lorsque vous lisez sa correspondance, il est surpris. Mais il faut pas décourager les bonnes intentions. Parce que M. Moutamba qui arrive au pouvoir vient avec, effectivement, l'idée de renverser le paradigme, de changer de paradigme de la justice. Mais lorsque il y a deux gens, je dis, moi j'appelle ça des gouvernements parallèles. Vous savez, chaque fois qu'il y a un gouvernement officiel qui existe, il y a un autre gouvernement parallèle qui est à côté. Ce sont les membres de ces gouvernements parallèles qui parfois tirent les ficelles, qui en réalité détiennent les vrais pouvoirs, mais de manière officieuse. Donc ce sont ces personnes-là. Mais il n'a pas fonctionné qu'avec une faiblesse quelque part, au niveau de celui qui doit garantir le bon fonctionnement des institutions. Nous sommes écolos. Nous militons pour le bon fonctionnement des institutions. Nous militons pour le patriotisme.
Nous militons pour une justice juste. Parce que nous avons une justice qui n'est pas juste. Voilà. Tous les Congolais aujourd'hui qui avaient un peu d'espoir avec cette justice, cet espoir s'envole de plus en plus. Comme je l'ai dit, ne décourageons pas les bonnes volontés comme le ministre qui vient d'entrer en fonction. Il est encore jeune, il a la fougue de la jeunesse, il veut apporter un souffle nouveau. Il faut lui laisser l'occasion de travailler. Parlons des détournements. Monsieur Alinguete a fait un plaidoyer pour demander, parce que la justice traditionnelle, la justice classique, parfois qui est constituée des juristes, n'ont aucune expérience sur des questions des finances publiques. Ils ne maîtrisent peut-être pas le fonctionnement des finances publiques, la gestion des fonds publics. Ils ne maîtrisent pas. Monsieur Alinguete avait demandé au chef de l'État, dans le cadre des réformes, de pouvoir doter l'IGF d'un parquet financier. Un parquet financier qui aura des juges qui sont spécialistes dans des questions de finances publiques. Okay. Parce que nos amis de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, ont des limites en ce qui concerne la gestion et des pratiques des finances publiques. Pourquoi on ne mettrait pas à la disposition de notre inspection générale des finances une structure, comme il a demandé, un parquet financier, avec des juges qui sont spécialisés dans des questions de finances publiques afin de traquer des vrais voleurs. Voilà, donc moi j'adhère à cette proposition de Gilles Alinguete, qui est aussi... Vous ça peut renforcer encore l'UGF et empêcher les détournements. Parce que les rapports administratifs que fait l'IGF souffrent dans les tiroirs des procureurs au niveau de la Cour de cassation, au niveau de la Cour constitutionnelle. L'IGF n'a pas le pouvoir de sanctionner les gestionnaires. L'IGF s'arrête à faire un audit et un rapport administratif qu'il transmet à la justice. Okay. Mais cette justice-là, chef de l'État avait dit qu'elle était malade. La justice ne prend pas le relais. Comment remédier à ces problèmes-là? Pour y remédier, il faut donner à la Cour, à l'IGF, un parquet financier qui lui permet de pouvoir, en tout cas, suivre ces dossiers et avoir le pouvoir de mettre les détourneurs de la République, les fossoyeurs de la République en prison. Très bien, je crois le Réal nous trouve déjà quelques photos pour la fin de cette émission. Mais il y a aussi un autre problème qui colle la République à la peau, c'est ces problèmes sécuritaires à l'est de la République. Aujourd'hui, les groupes Nanga évoluent, vous allez de l'autre côté, on vous dit on a encore récupéré des 3 territoires. Lorsque vous observez tout ça, vous vous dites la faiblesse vient d'où réellement et comment résoudre cette situation qui se passe à l'est de la République? Vous savez, lorsqu'on était à l'opposition, nous pensions que Kabila y était pour quelque chose alors qu'il était en train de diriger les pays. On disait que Kabila était en train de financer les groupes rebelles, on disait que Kabila était derrière... vous dites le contraire aujourd'hui? Non, justement, je suis en train d'y arriver parce que c'est ça aussi les discours de l'opposition de l'époque. On pensait, j'ai dit on pensait. Mais en réalité, il existe contre les Congos un complot à l'international. Je ne pense pas qu'un individu comme M. Nanga pourra mettre en mal les intérêts du Congo s'il n'était pas soutenu par des forces étrangères derrière lui. Donc aujourd'hui, le problème du Congo, je crois, c'est un problème qui doit être réglé par les Congolais eux-mêmes au niveau de notre armée, qu'il faut doter sérieusement, qu'il faut motiver et équiper, mais aussi, la question ne dépend pas que de nous. Mais on ça dépend aussi... L'armée était équipée et que nous étions prêts même à affronter... Non, mais j'ai dit que cette affaire ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de la volonté de la communauté internationale. Lorsque vous avez l'Union européenne qui vient signer des accords avec le Rwanda pour des matières que le Rwanda ne produit pas. Alors que tout le monde sait que ces matières sont puisées au Congo, vous comprenez que c'est l'Union européenne qui est aussi derrière le Rwanda, qui le pousse à pouvoir entrer dans le Congo pour piller les minerais du Congo. C'est tellement éloquent qu'on ne peut plus se cacher.
Donc, derrière le Rwanda, aujourd'hui, on a toujours considéré que le Rwanda c'est un petit pays, mais lorsque cette question persiste et que le Rwanda s'est dit aujourd'hui prêt à faire la guerre au Congo, ça veut simplement dire que le Rwanda sait où il trouve des appuis qui lui permettent non seulement de faire ce genre de déclarations, mais qui le dotent aussi en termes d'équipement militaire aussi performant. Hein? Vous suivez, vous allez encore vous rappeler des déclarations du représentant de la MONUSCO ici au Congo qui avait dit que le M23 avait des armes aussi performantes que la MONUSCO. Donc, je crois que le problème aujourd'hui, c'est vrai, il faut trouver des réponses au niveau de la diplomatie, mais je pense au-delà de tout cela qu'on doit mettre à jour notre armée, les doter, les motiver de manière à ce que les militaires congolais puissent avoir une bonne raison. Lorsque vous donnez à un militaire $100, il ne peut pas verser son sang pour les pays. La motivation. Lorsque vous lui donnez $200, il ne peut pas verser les 100 pour les pays. Mais lorsque vous améliorez ses conditions, lorsque il sait qu'en donnant sa vie, sa veuve sera prise en charge, ses enfants seront pris en charge, leurs études seront prises en charge, je crois qu'il y a des militaires, même volontaires, qui seront prêts à donner leur vie pour les Congo. Mais aussi longtemps qu'on paiera $200 à un militaire, $100 à un policier, on pourra crier tous les jours à l'inefficacité de notre armée, ça ne changera pas de paradigme. Très bien, nous allons petit à petit vers la fin de cette émission, mais avant que nous puissions évoluer, j'aimerais bien qu'on vous propose quelques photos. Vous allez essayer de mettre quelques mots là-dessus. Je pense Montréal est déjà prêt et qu'il pourra nous accompagner. S'il y a déjà la première photo, Réal, présentez-moi la première photo. Quelle est les politiques que vous nous proposez aujourd'hui? On nous présente là le président, professeur Modeste Bahati Lukwebo, que vous regardez là. S'il faut placer 2 ou 3 mots, j'aimerais bien que ce soit d'ailleurs des qualificatifs, qu'est-ce que vous collerez à M. Bahati Lukwebo comme qualificatif? 3. Je pense que M. Bahati, c'est un homme très organisé. Organisé. Il est très organisé. Et sa plus grande faiblesse, c'est son attachement à la famille. Ok. Voilà. Ça, qui passe devant tous les autres intérêts, même devant les intérêts de son parti politique. Voilà. Très bien. Montréal, la deuxième photo, qui est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Oh là là, Montréal choisit un membre de la Mouka proche de M. Martin Fayoulou. Il s'agit bien de M. Dende. S'il faut vous placer devant M. Dende aujourd'hui, vous deux face à face, et que vous devez dire quelque chose ou encore conseiller M. Dende, qu'est-ce que vous lui dites? Il connaît très bien mon estime pour lui. C'est un jeune très engagé en politique qui a réussi à faire sa mutation de la musique vers la politique, qui a de la matière. C'est une mutation réussie? Ben oui, très réussie. Okay. Le seul qui est venu de la musique pour faire de la politique et qui a réussi cette mutation, c'est Alex Ndende, qui est un très bon acteur politique, à qui je souhaite très bon vent. Okay. La troisième photo, Montréal. Si vous arrivez de vous placer devant Joseph Kabila, lui parler du Congo qu'il nous a laissé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dirais bravo pour avoir permis à ce que l'alternance soit possible dans le pays, même si j'ai jamais été d'accord avec sa gestion du pays. Mais comme tout homme, nous sommes tous faillibles. Il a ses erreurs, mais bon, il a réussi à marquer son époque et à entrer dans l'histoire du Congo. Vous pensez qu'il pourrait encore être utile dans la gestion de la République démocratique du Congo? Tout dépend de ce que vous appelez gestion. Il est toujours utile. Il faut rappeler ici que Joseph Kabila est sénateur à vie. Hein, donc il a toujours sa place dans les institutions, au Parlement. On a besoin de ces sages conseils, parce que lorsque vous avez géré un pays, vous avez de l'expérience
même si ça n'a pas toujours été une expérience positive, on a toujours de leçons à donner, on a toujours de la matière à conseiller. Très bien. La toute dernière photo et on s'arrête par là, Montréal. Donnez-moi la troisième photo. Oh là, même moi là, je ne sais pas. Apparemment, c'est le professeur Kalele. Oui. Un doyen. Hein. Vous êtes battu dans l'opposition. Le professeur Kalele a fait un grand parcours dans l'opposition. Aujourd'hui, un peu à côté du pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au professeur Kalele si vous essayez de les rencontrer? J'aurais aimé qu'il puisse jouir des dividendes de son combat. Okay. Il nous a... c'est un grand historien, c'est un grand professeur d'université qui a de la matière, qui a contribué à la clairvoyance de la classe politique par ses interventions. Et j'aurais aimé que ces genres de personnes soient reconnus comme, en tout cas, des prix Nobel. Okay. Si pas comme acteur politique, mais comme prix Nobel culturel, hein, comme un scientifique éprouvé. Donc, beaucoup de respect pour le professeur Kalele. Très bien. Monsieur Christian Mukendi, nous allons déjà petit à petit vers la fin, mais si on vous posait la question de savoir, en tant qu'acteur politique majeur dans ces pays, le plus grand problème du Congo, c'est quoi au juste? Boussala a l'identifié, c'est le leadership. Comme je vais encore le répéter, c'est le leadership, mais à tous les niveaux. Voilà. Le problème, c'est que les gens pensent que le leadership, c'est au sommet. Non, pas du tout. Lorsque la ville de Kinshasa est sale, ce n'est pas le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de leadership dans la ville de Kinshasa. Vous avez rencontré cette population pendant les élections, avant les élections, pendant la période de la campagne. Vous vous dites que le plus grand problème de cette population, c'est quoi? C'est la faim. Et vous pensez qu'il faut les résoudre comment? Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique, c'est par l'agriculture. Demain, vous serez au pouvoir. C'est par l'agriculture. L'agriculture, malheureusement, dans notre budget, on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'agriculture, alors que tous les gouvernements qui se succèdent ont tous ces mots dans la bouche, l'agriculture, priorité des priorités. Le Congo ne pourra se développer et son industrie aussi que par l'agriculture. Gouvernement souminois investi et installé, lorsque vous avez regardé la composition de ces gouvernements, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus dérangé? Le retour de Guissaro m'a beaucoup dérangé. Oh, ministre de ITPR. ITPR. Son retour m'a beaucoup dérangé. Voilà, parce que lorsque vous considérez les conditions dans lesquelles nous nous déplaçons dans la ville de Kinshasa, je ne pouvais pas comprendre qu'un tel ministre pouvait être reconduit et au même endroit en plus. Oh là là. J'aurais souhaité à ce qu'il soit reconduit ailleurs si on voulait tenir compte de sa présence au gouvernement, mais l'effet de l'avoir ramené à la tête du ministère des Travaux publics m'a fait douter des avancées en termes des infrastructures routières. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans cette composition? En tout cas, il ne faut pas se réjouir avant que les uns les autres puissent entrer dans le travail. Ce ne sont pas des visages qui nous intéressent dans ce gouvernement. C'est le travail. Il y a des gens qui sont dotés des compétences dans ce gouvernement, je pense. Mais au-delà des compétences, il faudrait de la volonté politique, mais aussi de l'engagement. Ma plus grande crainte avec ces deuxièmes mandats, c'est le fait que l'IGF se soit retiré de toutes les entreprises publiques. Oh là là. Moi, je considère que le deuxième mandat, c'est un mandat de valise. Mais on commençait déjà à l'accuser qu'il abusivement co-gérait avec le problème, c'est que la présence de l'IGF a empêché à certains mandataires véreux de pouvoir plonger dans des détournements. C'est en cela que l'IGF gênait. Et je pense que le chef de l'État devrait, lors de son second mandat, être beaucoup plus regardant, plus sévère avec les mandataires, en instaurant encore, ou en consolidant le travail de l'IGF. Mais là, nous assistons à un retrait de l'IGF, qui veut dire aujourd'hui, nous vous laissons la possibilité de pouvoir faire ce que vous voulez.
Voilà. Et je crains, comme c'est le deuxième mandat, les gens se disent, ok, faisons nos valises. Ils vont faire des valises de dollars, ils vont faire des valises d'euros, valises, et puis ils vont laisser le Congo comme ces messieurs qui a été roué des coups, hein, que les bons samaritains est venu relever. Donc, malheureusement, voilà. Voilà, nous avons reçu pour vous Monsieur Chris Mukendi, que vous avez appelé pendant la période de la campagne électorale, Monsieur 500, aujourd'hui président du parti Écolo, parti de ma génération. Monsieur Chris Mukendi, je sais que vous avez parlé de ces partis. Si aujourd'hui les Congolais veulent adhérer, que doivent-ils faire? Comment procéder? La seule condition à remplir, c'est d'être congolais. Okay. Avoir 18 ans et remplir sa fiche d'adhésion. Donc il n'y a pas d'autre condition. Si vous pensez que vous voulez rejoindre le parti Écolo pour renverser la tendance dans le pays, et vous êtes les bienvenus, hein, dans le parti Écolo. Nous disons c'est le parti de notre génération, et nous pensons que notre génération doit rompre avec le passé, doit rompre avec la génération des détourneurs, doit rompre avec la génération des voleurs, et Écolo se propose comme une réelle alternative demain. Nous pensons aussi que le président Chris Mukendi sera différent des autres. Ben effectivement, on ne peut pas prêcher la bonne conduite tout en se comportant comme un véritable bandit. Donc nous avons observé ce qui se passe chez les voisins, chez les autres. Nous avons décidé de faire mieux chez nous. Faire autrement. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour tous ceux qui attendent, à tous ceux qui attendent l'émission Devant les Congolais, chaque lundi, mercredi et vendredi. Vous allez suivre cette émission à 22h et demain à 8h. Je salue les travail de mon équipe technique, Denis Ouemba, Plamedi Tondo, il y avait Joël, il y avait Josué. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Réal Pams Bienga qui ne cesse de nous accompagner. Merci aussi à l'équipe, la grande équipe, la famille Écolo qui avait accompagné le président Chris Mukendi aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. C'était sa part de vérité. Peut-être votre tour, c'est pour demain. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canisse était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qu'il sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a abandonné c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.